Un PDG incognito découvre une serveuse cachant des restes de pain dans son sac. Ce qu'il y découvre le fait tomber amoureux. De Equilibria, Maisie. Le vent hurlait dans les ruelles étroites de Manhattan, fouettant la neige contre les fenêtres closes et les coins de rue faiblement éclairés. Il était presque minuit, et Westfield Prime venait de terminer son dernier coup de feu du dîner. À l'intérieur, la salle à manger autrefois animée était silencieuse, les tables à moitié débarrassées, les chaises empilées contre les murs, et l'odeur persistante de romarin et de steak grillé flottait encore dans l'air. Dans la cuisine, sous le bourdonnement vacillant des lumières fluorescentes, un jeune homme au tablier taché essuyait un plateau de vaisselle. Son nom était Noah. Pour le monde, il était Noah Westfield, le PDG de l'empire de restaurants qui portait son nom. Mais ce soir, personne ne le savait. Ce soir, il n'était qu'un autre commis de salle. Cela faisait partie d'une initiative secrète, une idée de mission incognito née de sa frustration de vouloir comprendre ses employés, non pas à travers des tableurs et des rapports RH, mais à travers leurs mains fatiguées et leurs batailles invisibles. Il voulait se mettre à leur place, même si ce n'était que pour quelques semaines. Et donc le voici, les manches retroussées, les mains douloureuses, le cœur étrangement agité. Alors qu'il rinçait le dernier verre, quelque chose du coin de l'œil attira son attention. Près du comptoir arrière, à moitié dissimulé par une station de préparation en acier, une serveuse se déplaçait rapidement. Elle était menue, avec des cheveux blonds lâchement attachés et des yeux qui semblaient n'avoir pas dormi depuis des jours. Laura, c'était son nom. Une des habituées du service du soir, silencieuse, diligente, toujours la première à pointer, la dernière à partir. Noah se figea, l'observant. Laura ramassait de la nourriture, non pas sur les étagères, mais des restes intacts sur les assiettes débarrassées, une moitié de pain chaud, des légumes rôtis. Elle les enveloppa dans des serviettes et les plaça soigneusement dans un sac en tissu délavé. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de culpabilité, mais d'urgence. Ses yeux scrutaient les environs, non pas par peur d'être prise, mais comme quelqu'un qui court contre une horloge silencieuse. Puis elle murmura, si bas que le monde aurait pu l'ignorer, mais pas lui, ils seront encore chauds pour les enfants si je me dépêche. Le cœur de Noah s'arrêta. Il plissa les yeux, confus. Volait-elle ou sauvait-elle? Pourquoi des restes? Pourquoi une telle hâte? Pourquoi son visage semblait-il avoir traversé 1000 tempêtes avant minuit? Instinctivement, Noah s'avança. Mais quelque chose dans sa voix, si fragile, si intime, le retint. Ce n'était pas le murmure d'une voleuse. C'était le murmure de quelqu'un qui essayait de ne pas craquer. Un souvenir froid monta en lui, vif et soudain. Il y a 3 ans, Noah se tenait au bord du pont de Brooklyn. Un homme bien différent de celui qu'il était aujourd'hui. Brisé par le chagrin, anesthésié par la trahison, vidé par le poids d'un héritage qu'il n'avait jamais demandé. Ses parents avaient péri dans un tragique accident, et il avait hérité d'un empire qu'il ne se sentait pas digne de diriger. Cette nuit-là, il avait marché jusqu'au pont sans aucune intention de revenir. Et puis quelqu'un l'avait arrêté. Pas avec des questions, pas avec des jugements. Juste une main douce lui offrant un petit pain chaud et un murmure qui allait le hanter et le sauver tout à la fois, demain est toujours un cadeau. S'il vous plaît, ne le rendez pas, il n'avait jamais vu son visage. Elle était partie aussi discrètement qu'elle était venue. Mais il avait vécu grâce à cet unique acte. Et maintenant, des années plus tard, debout dans la lumière tamisée d'une cuisine qu'il avait bâtie à partir des cendres, Noah observait une autre fille emballer du pain avec la même tendresse, la même urgence. Une partie de lui souffrait. Et si elle était comme elle? Et si quelqu'un, là-bas, continuait à sauver des vies avec rien d'autre que de la gentillesse? Se demanda-t-il, la gorge serrée. Il ne confronta pas Laura. Il ne la dénonça pas. Il resta simplement là dans l'ombre, observant la porte de la cuisine s'ouvrir alors qu'elle disparaissait dans la nuit froide, son sac serré contre son flanc. Et alors que la porte se refermait derrière elle, Noah se murmura, les mots à peine audibles au-dessus du bourdonnement de la lumière au-dessus, je dois savoir qui elle est et pourquoi. J'ai vu l'espoir chez une fille cachant des restes de pain. Les nuits suivantes, Noah se retrouva à observer Laura avec une curiosité silencieuse. Il se disait que c'était juste pour protéger le restaurant, que peut-être, juste peut-être, elle prenait des restes pour les vendre. Mais au fond de lui, il savait que c'était plus que cela. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui le hantait, quelque chose qui lui rappelait la version de lui-même qui se tenait autrefois sur un pont, sans attendre de lendemain. Alors il attendit et il observa. Le jeudi, la pluie était de retour.
des lames froides et obliques la traversaient la ville comme du verre brisé. Le genre de pluie qui s'infiltre dans les os et fait remettre en question ses choix. Laura pointa juste après 23 heures. Noah, toujours déguisé, se glissa dehors quelques minutes plus tard. Il garda ses distances, la suivant de l'autre côté de la rue, sous la capuche de son manteau. Elle ne rentra pas chez elle. Au lieu de cela, elle tourna dans une allée, puis se faufila sous un auvent délabré qui abritait à peine un banc. Là, blottis sous des couvertures usées, se trouvaient 2 enfants, un garçon et une fille, âgés d'au plus 6 ans. Pâle, tremblant. Le souffle de Noah se coupa dans sa poitrine. Laura s'agenouilla à leur côté. Elle sortit son sac fourre-tout et déballa un récipient de soupe et le paquet de pain qu'il l'avait vu préparer plus tôt. Elle ne mangea pas une bouchée. Au lieu de cela, elle déchira doucement le pain en 2 et souffla doucement sur la soupe fumante avant de l'attendre. Petite gorgée, d'accord, murmura-t-elle. Et mâche doucement, mon petit. J'essaierai d'en apporter plus la semaine prochaine. Le garçon hocha la tête, endormi. La fille appuya sa tête contre l'épaule de Laura, murmurant quelque chose de trop bas pour être entendu. Et c'était ça. Pas de caméra, pas de public, juste une femme trempée par la pluie, offrant de la chaleur à des enfants que le monde avait oubliés. Noah recula d'un pas, la honte lui griffant la poitrine. Tout ce temps, il s'était demandé si elle volait, mais elle donnait. Du peu qu'elle avait, elle donnait encore. Il regarda plus attentivement maintenant, non pas la nourriture, non pas le sac, mais son visage. Il y avait de l'épuisement, oui, mais aussi de la lumière. Une grâce étrange et tranquille. Le genre qui ne crie pas pour attirer l'attention. Le genre qui sauve des vies en silence. Tout comme la fille sur le pont. Il resta un moment, caché derrière le bord de l'allée, alors que la pluie s'adoucit en bruine régulière. Puis, sans un mot, il se retourna et s'éloigna. De retour chez lui, dans son pentouse au perché au-dessus de la ville, la vue ne lui avait jamais semblé aussi vide. Noah regardait la ligne d'horizon, mais tout ce qu'il voyait était une fille trempée enveloppant un enfant dans son manteau. Il se servit un verre de scotch, mais il avait un goût de culpabilité. Il s'allongea sur son lit, mais il semblait de pierre. Le soir suivant, Noah arriva au restaurant plus tôt que d'habitude. Lorsque le personnel de cuisine commença à débarrasser les amuse-bouches inutilisées, frais mais non servis, il prit la parole. Et, dit-il au sous-chef. Ça vous dérangerait de les mettre de côté? Je crois qu'il y a un refuge local qui récupère les surplus maintenant. Le chef haussa un sourcil. C'est une nouvelle politique? Noah sourit légèrement. Officieux pour l'instant. À partir de cette nuit-là, Laura commença à trouver des récipients soigneusement emballés étiquetés, extra pour le personnel, dans le réfrigérateur de la salle de pause. Parfois plus que ce à quoi elle s'attendait, parfois encore chaud. Elle ne posa jamais de questions, mais elle murmurait toujours un « merci » à personne en particulier. Et Noah se contentait d'observer. Il restait des heures supplémentaires juste pour essuyer les comptoirs près d'elle, juste pour écouter. Et lentement, doucement, il vit ses murs tomber. Une nuit, pendant le nettoyage, Laura était assise sur une caisse renversée, se frottant la cheville. Ses chaussures étaient usées. Noah lui tendit une serviette propre et s'assit à ses côtés. « Dure journée ?» demanda-t-il. Elle rit doucement. « Juste aussi dur qu'un lundi avec des chaussettes mouillées. » Il rit. Puis, après un silence, il demanda « Pourquoi faites-vous cela ?» Pour ses enfants, Laura leva les yeux. Son expression s'adoucit. « Parce que quelqu'un m'a sauvé un jour », dit-elle. Avec rien d'autre que du pain. La révélation était indéniable. Laura n'était pas une voleuse. Elle était une gardienne, une guerrière silencieuse aux vêtements trempés par la pluie, nourrissant les oubliés avec des bribes de compassion. Et Noah, qui avait bâti un empire à partir de secondes chances, réalisa alors quelle pourrait être la raison pour laquelle quelqu'un d'autre obtient une première. À partir de cette nuit pluvieuse, quelque chose changea à l'intérieur de Noah. Il ne se contentait plus d'observer Laura. Il agissait avec une intention tranquille. Chaque matin, avant l'ouverture du restaurant, il avait un mot discret avec le chef cuisinier. « Mettez de côté tous les articles proches de la date de péremption », disait-il avec désinvolture. « Étiquetez-les, compost du personnel, si quelqu'un demande. » Quand on lui demandait pourquoi, il haussait les épaules. Mieux que de jeter de la bonne nourriture.
Cela pourrait aider quelqu'un. Et chaque nuit, Laura trouvait un peu plus dans son sac. Des erreurs parfaitement comestibles. Des pâtisseries de la veille, des légumes trop mûrs pour la présentation, mais encore frais. Un soir, lorsqu'elle regarda autour d'elle, surprise, Noah croisa son regard de l'autre bout de la cuisine et lui fit le plus léger des hochements de tête. Elle ne sourit pas, mais ses yeux en disaient plus que les mots. Alors que les jours se transformaient en semaines, leurs chemins se croisèrent plus souvent, et non par hasard. Parfois, Noah prétendait être trop fatigué pour continuer à frotter les casseroles et s'asseyait près de la porte de sortie, se frottant le front. Parfois, Laura le rejoignait silencieusement, puis progressivement avec des histoires. Des histoires sur ses habitués, les choses drôles que les enfants disaient, la vieille dame qui lui donnait des grues en origami pliées à partir de billets d'$1. Il ne fouillait jamais, mais il écoutait attentivement. Et puis, une nuit, cela arriva. C'était près de la fermeture. La cuisine était silencieuse, éclairée seulement par la lueur du poste de plonge. La pluie tambourait doucement contre la fenêtre. Noah était assis sur une vieille caisse, respirant difficilement après une longue journée. Laura entra avec une pile de chiffons, puis s'arrêta. Le voyant là, fatigué, avachi, silencieux. Elle s'assit à ses côtés. Aucun des deux ne dit rien pendant un instant. Puis, sans le regarder, elle murmura « Demain est toujours un cadeau. Vous savez, même le pire jour se termine. » Tout le corps de Noah se figea. Il se tourna pour la regarder lentement, les yeux écarquillés. « Qu'avez-vous dit » demanda-t-il, sa voix à peine un souffle. Elle le regarda, confuse par son expression. « C'est juste quelque chose que je dis. Quelque chose que j'ai dit un jour à un étranger qui semblait sur le point de disparaître. » La gorge de Noah se serra. Son esprit remonta à cette nuit glaciale sur le pont de Brooklyn, à un pain pressé dans sa main, à un murmure qui avait brisé l'engourdissement. Demain est toujours un cadeau. Personne d'autre n'aurait pu le savoir. Personne d'autre ne l'avait dit. Il la regarda maintenant. La regarda vraiment. La courbe de sa mâchoire, la douceur de sa voix, la force tranquille de son regard. C'était elle. Cela pouvait-il vraiment être? Pendant les jours suivants, Noah l'observa différemment. Non pas avec suspicion, non pas avec pitié, mais avec une tendresse qui le prit au dépourvu. Il commença à remarquer la façon dont ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle était épuisée. Comment elle donnait toujours un peu de crème fouettée supplémentaire aux clients, même s'ils ne le demandaient pas. Comment elle chantait doucement entre ses dents quand elle pensait que personne n'écoutait. Il rejouait cette nuit sur le pont encore et encore, cherchant des détails qu'il avait longtemps enfouis. Le vent, la neige, la voix de la fille, la voix de Laura. Ce devait être elle. Et pourtant, il ne dit rien. Pas encore. Car comment dire à quelqu'un qu'il vous a sauvé la vie sans ressembler à un fantôme d'un chapitre qu'il a oublié d'écrire? Alors, au lieu de cela, il resta proche. Il partagea des rires supplémentaires pendant la préparation. Il fit des blagues sur son rêve d'ouvrir une soupe populaire. Il commença à fredonner la même mélodie qu'elle chantait toujours et prétendit que c'était une coïncidence lorsqu'elle le remarqua. Et Laura, elle commença à sourire davantage. Elle resta plus longtemps à la fin de chaque service. Elle lui demanda même un soir, taquine, « Alors, laveur de vaisselle mystérieux, que faisiez-vous avant d'être commis de salle? Vous êtes bien trop propre pour être un nouveau. » Il se contenta de ricaner et dit, « Me croiriez-vous si je disais que j'étais perdu ?» Elle cligna des yeux, incertaine de comment répondre. Mais il le pensait à tous égards. Le cœur de Noah ne devinait plus. Il se souvenait. Et dans la compassion tranquille de Laura, dans son écho d'une nuit oubliée depuis longtemps, il commença à réaliser qu'elle n'était pas seulement quelqu'un qu'il admirait. Elle était quelqu'un qu'il attendait de retrouver. Avec le temps, le silence entre eux commença à changer. Ce n'était plus le genre qui s'installait maladroitement entre des étrangers, mais le genre qui s'installait confortablement entre deux personnes qui avaient commencé à se voir, non seulement à travers ce qui était dit, mais à travers ce qui était porté sous la surface. Certaines nuits, après la fermeture, Laura restait un peu plus longtemps. Noah se retrouvait à attendre ces moments, non pas parce qu'il l'avait prévu, mais parce que quelque chose en lui les espérait. Il y avait quelque chose d'ancré dans sa présence, quelque chose d'honnête. Un soir, alors qu'ils étaient assis près de la sortie arrière, partageant le reste de café tiède d'un thermos cabossé, Laura se tourna vers lui avec une vulnérabilité tranquille dans les yeux. «
Vous êtes-vous déjà demandé à quel point votre vie serait différente si un seul instant avait changé, demanda-t-elle, ne le regardant pas directement. Tout le temps, répondit Noah. Elle eut un léger rire, puis marqua une pause. J'ai perdu ma mère dans un accident de voiture quand j'avais 17 ans. Après ça, il n'y avait plus que moi. Ses doigts traçaient le bord de la tasse de café. J'ai dû grandir vite. Travailler la nuit, sauter l'université, payer le loyer avec des pourboires. Noah resta silencieux, la laissant parler. Une fois, continua-t-elle, sa voix lointaine. J'ai vu cet homme sur le pont de Brooklyn. Il avait l'air vide, comme s'il n'était pas vraiment là. Le souffle de Noah se coupa, mais il garda son expression immobile. Je ne savais pas quoi faire, dit Laura. Je portais du pain de mon travail, et je lui en ai juste donné un. Je lui ai dit quelque chose que ma mère disait quand les choses allaient mal, demain est toujours un cadeau. Puis je suis parti. Elle baissa les yeux, sa voix à peine un murmure. Je n'ai jamais su s'il avait vécu. J'espère qu'il l'a fait. La gorge de Noah se serra. Il voulait parler, dire quelque chose, tout. Mais les mots restèrent coincés derrière le poids de l'émotion qui montait dans sa poitrine. Il ne pouvait pas lui dire. Pas encore. Parce que ce n'était pas un moment à reprendre. C'était un moment pour la comprendre pleinement, doucement, sincèrement. Laura chercha dans son sac, fouillant pour quelque chose. J'ai gardé ça, dit-elle, sortant une petite photographie vieillie. Elle la lui tendit. Noah la prit avec des doigts tremblants. C'était une prise de vue floue prise avec un téléphone tremblant. Sur l'image, le bord du pont de Brooklyn, la faible lueur des lampadaires, et une faible silhouette d'un homme en manteau sombre regardant l'eau, le dos tourné, juste une ombre, mais Noah la reconnut instantanément. C'était lui. La nuit où tout faillit se terminer. La nuit où tout recommença doucement. Il leva les yeux vers Laura, qui le regardait, non pas avec attente, mais avec une douceur qui lui brisa le cœur. Elle ne savait pas, mais elle avait gardé ce moment, l'avait porté avec elle, tout comme lui. Il lui rendit la photo doucement. C'est une chose puissante à laquelle s'accrocher, dit-il, la voix basse. Laura la rangea soigneusement. Cela me rappelle que même si nous ne connaissons jamais la fin de l'histoire de quelqu'un, nous avons peut-être aidé à écrire le chapitre suivant. Noah ne pouvait pas détourner les yeux d'elle. Elle l'avait sauvé. Et d'une certaine manière, sans le savoir, elle continuait à le faire, une nuit tranquille à la fois. Le service avait commencé comme n'importe quel autre. Des rires résonnaient de la cuisine. L'odeur d'ail et de thym remplissait l'air, et Laura se déplaçait dans la salle à manger avec sa grâce tranquille habituelle. Mais quelque chose changea, quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. Cela se produisit dans la salle de pause pendant une accalmie avant le coup de feu du dîner. Laura remplissait les distributeurs de sucre lorsque deux collègues entrèrent en bavardant. « Je n'arrive toujours pas à croire que le PDG était ici déguisé », dit l'un d'eux en riant. Noah Westfield faisant la vaisselle et débarrassant les tables comme nous tous. Laura se figea. L'ambiance changea. « Vous avez vu le communiqué de presse ?» L'autre répondit, « Ça devient viral. » Le PDG incognito découvre la vie derrière le tablier. Un coup de pub classique. Mais je dois dire qu'il nous a tous trompés. Ils sortirent, riant toujours. Laura resta complètement immobile. Le paquet de sucre tomba de sa main. Ça ne pouvait pas être vrai. Mais au fond d'elle, quelque chose se déclencha. La façon dont il traînait toujours près du chef. Les décisions subtiles qui rendaient ses nuits un peu plus faciles. Les questions qu'il ne posait jamais vraiment, mais dont il connaissait déjà les réponses. La connexion, pensait-elle, construite sur une lutte partagée, semblait maintenant autre chose. Quelque chose d'observé, quelque chose de mis en scène. Elle trouva Noah près de l'arrière de la cuisine, essuyant les comptoirs comme toujours. Mais cette fois, quand il leva les yeux et sourit, quelque chose dans ses yeux l'arrêta net. « Vous êtes Noah Westfield, dit-elle doucement. Il ne le nia pas. N'essaya pas de s'expliquer tout de suite. Il hocha simplement la tête. « J'étais, dit-il. Et je suis. » Le silence s'étira entre eux comme une fissure dans le verre. La voix de Laura trembla, non pas de rage, mais de quelque chose de plus lourd. « Je vous ai donné ma vérité, murmura-t-elle. Pendant que vous portiez un masque. » Noah fit un pas en avant, mais elle recula. « Je ne vous ai jamais menti, dit-il, la voix basse.
Tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai partagé, c'était réel. Mais ce n'était pas égal, dit-elle. Vous saviez tout de moi. Mes histoires, mon passé, ma douleur. Et tout ce temps, vous aviez déjà écrit la fin. Ce n'était pas comme ça, n'est-ce pas? Sa voix se brisa. Vous m'avez vu quand j'étais vulnérable. Vous m'avez laissé m'ouvrir et vous êtes resté là, caché derrière un rôle que vous aviez choisi de jouer. Elle le regarda comme si elle voyait un étranger. Je pensais que vous étiez différent, dit-elle. La première personne qui ne me regardait pas comme si j'étais brisé, petit ou de la charité. Ses mains se serrèrent à ses côtés. Mais maintenant je me demande si tout cela était réel. Noah essaya de parler, mais elle se détourna. J'ai besoin d'espace, dit-elle presque à elle-même. Je ne sais plus à qui je parlais. Et juste comme ça, elle sortit. Passa la cuisine, passa les portes, dans la nuit froide. Noah ne la suivit pas parce que pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, il ne savait pas quoi dire. Il avait bâti une vie en essayant de comprendre les gens derrière un nom. Mais la seule personne qui le voyait vraiment avait maintenant l'impression d'avoir été trompée. Il resta là, seul, la chaleur de la cuisine soudain froide, l'air épais du silence qu'elle avait laissé derrière elle. Et pour la première fois depuis des années, il ressentit ce genre d'impuissance qu'aucun pouvoir, aucun titre et aucun plan ne pouvaient résoudre. La pluie était de retour. De fines nappes glissaient le long des fenêtres de l'hôpital, transformant la ville extérieure en un flot gris et en mouvement. Le tonnerre grondait doucement au loin, comme si le ciel lui-même ne pouvait rester immobile. Dans l'aile pédiatrique de l'hôpital Saint-Marc, des lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus et des machines bipaient selon des schémas rythmiques réguliers. De petits rappels que la vie se battait encore, étaient encore présentes. Dans la chambre 204, un petit garçon était recroquevillé sous de fins draps blancs, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec difficulté. Ses respirations étaient superficielles, ses lèvres pâles. Le masque à oxygène sur son nez semblait trop grand pour son visage fragile. Laura était assise à ses côtés, ses mains serrées autour des siennes. Son manteau était trempé de pluie tôt, les bords gouttaient sur le sol, mais elle ne l'avait pas remarqué. Ses cheveux blonds étaient humides, collés à ses joues. Ses yeux, rougis et à vif, étaient fixés sur le visage du garçon avec une sorte de désespoir silencieux qui avait depuis longtemps dépassé la panique. Maintenant, elle était dans l'espace au-delà de la peur, cet endroit immobile où l'espoir et l'impuissance vivaient côte à côte. Ils s'étaient effondrés cet après-midi-là. Un instant, ils étaient sous l'auvent du refuge, où elle apportait parfois de la nourriture. L'instant d'après, il était plié en deux, toussant si fort que son petit corps tremblait, une fine ligne de sang tachant la manche de son sweat à capuche trop fin. Sans réfléchir, Laura l'avait ramassé dans ses bras et avait couru 3 longs pâtés de maison sous la pluie, se faufilant entre le trafic, criant à l'aide. Maintenant, des heures plus tard, elle était assise ici, froide, fatiguée, seule et impuissante. Le médecin se tenait au pied du lit, sa blouse blanche impeccable, sa voix douce mais ferme. « Je suis désolé, dit-il à nouveau, baissant son bloc-notes. Mais sans preuve de tutelle, nous ne pouvons administrer de traitement supplémentaire. Le consentement doit venir d'un adulte autorisé. Je suis son adulte, dit Laura, sa voix épuisée par des heures de supplication. Ils n'ont personne d'autre, pas de parents, pas de papier, juste moi. Le médecin la regarda, la sympathie clignotant derrière ses lunettes. Mais c'était de la sympathie, pas la permission. Je comprends, dit-il doucement. Vraiment, mais légalement, nos mains sont liées. Laura cligna rapidement des yeux, les larmes affluant maintenant. Non pas de tristesse, mais de la douleur aiguë de se voir dire encore une fois que l'amour ne suffisait pas. Que tous ses efforts, tous ses sacrifices ne signifiaient rien sans une signature. Elle se pencha en avant, son front frôlant les phalanges du garçon. « J'ai promis que je ne laisserai rien t'arriver, murmura-t-elle. J'ai promis. Puis, soudain, une voix depuis l'embrasure de la porte. « Oh, signé. » Laura se tourna brusquement. Le médecin aussi. Noah se tenait là, son manteau lourd de pluie, ses cheveux gouttant sur le côté de son visage. Il n'avait rien à voir avec l'homme qui traversait autrefois les salles de conseil et les galas de collecte de fonds. Sa cravate avait disparu, ses chaussures étaient trempées, et pourtant il y avait une immobilité en lui maintenant, une clarté. Il s'avança lentement, non pas avec autorité, mais avec intention. « Je prends la responsabilité, dit-il. Appelez qui vous voulez. Je couvrirai tout.
Aidez-le, s'il vous plaît. Laura se leva de sa chaise, stupéfaite. Comment? Comment saviez-vous où j'étais? J'ai demandé autour de moi, dit-il, la voix basse. Vous n'êtes pas venu à votre service. Quelqu'un vous a vu courir. J'ai suivi la tempête. Elle le regarda, incertaine de quoi dire. Elle ne l'avait pas appelé, n'y avait même pas pensé, mais il était venu. Le médecin hocha la tête et sortit. En quelques minutes, un médecin privé fut appelé. Noah signa les formulaires nécessaires, les signes vitaux furent pris, une intraveineuse insérée, l'oxygène ajusté. Le garçon commença à se stabiliser, et puis finalement, le silence. Laura s'effondra sur sa chaise, épuisée au-delà des mots. Noah ne parla pas. Il s'abaissa simplement sur la chaise à côté d'elle, avec précaution, silencieusement, comme s'il craignait que l'instant ne se brise s'il bougeait trop vite. Le temps passa. Les infirmières allaient et venaient, les moniteurs bipaient, mais aucun d'eux ne quitta cette pièce. À un certain moment, la main de Laura glissa le long du côté de la chaise, ses doigts frôlant à peine la coudoir. Sans réfléchir, Noah tendit la main et la prit. Non pas comme un homme essayant de réparer les choses, mais comme quelqu'un qui comprenait que la présence importait plus que le pouvoir. Elle ne retira pas sa main. Elle ne parla pas. Mais dans ce simple acte de se tenir la main, quelque chose changea. Quelque chose lâcha prise. Et lorsque leurs doigts s'entrelacèrent, quelque chose en elle expira enfin pleinement. Noah se tourna vers elle, ses yeux plus doux qu'elle ne les avait jamais vus. « Vous m'avez donné du pain un jour, » murmura-t-il, sa voix se brisant légèrement. « Je veux vous donner chaque lever de soleil qu'il me reste. » Ce n'était pas une promesse de sauvetage, ni une déclaration de statut ou de richesse. C'était une offrande de lui-même, de temps, de sa présence. Et pour la première fois depuis que sa vérité avait éclaté, Laura le regarda non pas comme le PDG par qui elle s'était sentie trompée, mais comme le garçon sur le pont, celui qu'elle avait sauvé un jour avec rien d'autre que de la gentillesse, et qui était revenu des années plus tard pour lui rendre l'appareil. Les semaines passèrent. Le petit garçon se rétablit lentement, tranquillement, et Laura, qui s'était autrefois déplacée dans la vie comme une ombre, avait maintenant quelqu'un marchant à ses côtés à une distance respectueuse, mais toujours assez près pour qu'elle le sente. Noah n'essaya pas de réparer son monde. Il y restait juste. Un matin, elle trouva une enveloppe glissée sous la porte de son appartement. À l'intérieur se trouvait une lettre, officielle, estampillée, et qui lui était adressée. Elle la lut 2 fois avant que ses genoux ne lâchent. C'était une bourse d'études complète, licence en travail social, tous les frais de scolarité et dépenses couverts, recommandés personnellement par Noah Westfield. Quand elle le confronta à ce sujet, mi-incrédule, mi-admirative, il ne fit pas un grand geste, il dit simplement « Vous avez passé votre vie à donner aux autres. Il est temps que quelqu'un vous donne. » Laura le regarda, sa voix petite. « Je n'ai jamais demandé cela. »« Je sais, » dit-il. « C'est pourquoi vous le méritez. » Une semaine plus tard, Laura se tenait dans la bibliothèque universitaire, tenant le formulaire d'inscription. Ses doigts tremblaient sur la page. Les rangées de livres, le silence de l'étude, le doux bourdonnement du potentiel. Tout cela lui semblait écrasant, comme entrer dans une vie qui ne lui appartenait pas encore. Elle regarda par-dessus son épaule. Noah était là, de l'autre côté de la pièce, ne s'approchant pas, se contentant de regarder, la laissant choisir. Elle se tourna vers le formulaire et signa son nom. La surprise suivante arriva un samedi matin tranquille. Laura reçut un courriel avec pour objet, le demain de Laura, nomination exécutive. En pièce jointe se trouvait une lettre de la Fondation Westfield lui offrant le poste de directrice de programme pour une nouvelle initiative visant à soutenir la jeunesse à risque, les parents isolés et les refuges sous-financés. Le nom du programme était littéralement le sien. Elle se présenta à son bureau, non pas au restaurant, mais dans l'élégant gratte-ciel de Midtown, tenant la lettre imprimée de main tremblante. « Noah, » dit-elle, se tenant dans l'embrasure de la porte. « Qu'est-ce que c'est ?» Il leva les yeux, puis s'approcha lentement. « Je l'ai commencé pour vous, » dit-il simplement. « Parce que j'ai vu ce que vous faites avec des miettes. Je n'ose imaginer ce que vous ferez avec du soutien. » Laura ne parla pas. Ses yeux s'embuèrent. « Je ne veux pas vous enfermer dans une boîte, » continua-t-il. « Ce n'est pas de la charité. C'est une reconnaissance. Vous avez toujours eu le cœur. Maintenant, vous aurez les outils. » Sa voix se brisa.
Vous avez toujours vécu en haut, Noah. Il la regarda. Et j'apprends encore à faire confiance au sol à nouveau. Il ne sourit pas. Il ne s'offensa pas. Il hocha simplement la tête. Parce qu'elle avait raison. Il y avait encore des kilomètres entre eux, des années de différence, de statut, de la façon dont ils avaient été forcés de survivre. Mais l'écart se réduisait. Non pas avec des déclarations, mais avec une présence tranquille et constante. Noah recula d'un pas, « Cela ne vient pas avec de la pression, dit-il. Si vous le voulez, c'est à vous. Si vous ne le voulez pas, cela portera toujours votre nom parce que vous soyez sur un podium ou sur un banc de parc, vous avez déjà changé plus de vie que je ne l'aurais jamais pu. » Laura serra la lettre contre sa poitrine. Pour une fois, le sol sous elle n'avait pas l'impression de s'effondrer. Et peut-être, juste peut-être, elle commençait à croire qu'elle était autorisée à rêver. Un an plus tard, la salle de bal de la Fondation Westfield scintillait d'une lumière chaude et d'une élégance tranquille. Ce n'était pas extravagant. Laura avait insisté là-dessus. Pas de lustre en cristal ni de rideaux de velours. Juste des lumières simples, de longues tables bordées de bougies, et des photos encadrées d'enfants souriants, de soignants et de bénévoles qui avaient été touchés par le travail du programme, le demain de Laura. La fondation avait grandi plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Ce qui avait commencé par une simple idée, donner du pouvoir à ceux qui donnaient tout, même quand ils n'avaient rien, était devenu un mouvement à l'échelle de la ville, et en son centre se trouvait Laura. Elle se tenait en coulisses, la paume légèrement moite, le discours dans sa main froissée sur les bords. Noah l'attendait à proximité, mais ne parla pas. Il sourit juste doucement, comme pour lui rappeler, « Vous avez déjà fait le plus dur. Respirez juste. » Quand son nom fut annoncé, Laura s'avança dans la lumière. Un silence recueilli tomba sur la pièce. Une lumière dorée ruisselait sur ses épaules, faisant briller ses cheveux comme le feu et le soleil. Pendant un instant, elle parut presque irréelle. Mais la chaleur dans ses yeux rappela à chacun que c'était quelqu'un de réel, quelqu'un qui avait traversé des tempêtes de pluie, pas des tapis rouges. Elle approcha du podium, les mains fermes maintenant, la voix claire. « J'apportais du pain », commença-t-elle, sa voix résonnant doucement, tranquillement, secrètement. Parce que je pensais que c'était tout ce que j'avais à donner. Elle regarda la foule, les enfants qui avaient maintenant des foyers, les mères célibataires qui avaient maintenant des emplois, les hommes et les femmes qui avaient retrouvé leur dignité grâce à de secondes chances. Aujourd'hui, j'apporte l'espoir. L'audience se leva en une ovation silencieuse. Il n'y eut pas de hurrah, pas de cris, juste le son des cœurs se tenant en révérence pour quelque chose de plus grand que le succès. Laura recula du microphone, un petit sourire sur ses lèvres lorsqu'elle remarqua Noah s'approchant d'elle depuis le devant de la scène. Mais il n'était pas seul. Dans chaque main, il tenait les petits doigts de deux enfants, les mêmes qu'elle avait nourris cette nuit pluvieuse derrière le restaurant, maintenant propres, en bonne santé, et les yeux écarquillés, dans de petits costumes et robes. Il les mena à ses côtés, et puis, sans un mot, il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit une petite boîte, simple, en velours noir. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un collier en argent, délicat et discret, avec une seule phrase gravée sur le pendentif. « Demain est toujours un cadeau. » Noah leva les yeux vers elle, la voix basse. « Certes, vous m'avez sauvé une fois, dit-il. Et j'ai passé chaque jour depuis à essayer de vivre d'une manière qui rendrait ce moment digne d'être vécu. » Il prit une inspiration, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Laissez-moi passer le reste de ma vie à le mériter. » Les lèvres de Laura tremblèrent. Elle plongea la main dans la poche intérieure de son blazer, soigneusement, tendrement, et en sortit quelque chose de petit, enveloppé dans du papier de soie, jauni par le temps. Elle le déballa, et c'était un morceau de vieux pain, durci, conservé. Le même pain qu'elle avait un jour offert à un étranger brisé sur un pont. « Je l'ai gardé », murmura-t-elle. « Au cas où je vous reverrai un jour. » Noah sourit, des larmes brillant au coin de ses yeux. Il ne tomba pas à genoux. Il n'en avait pas besoin car il ne s'agissait jamais de tradition, de spectacle ou d'approbation publique. Il s'agissait de boucler la boucle, sur des promesses, tacites mais vécues. De deux personnes qui n'avaient eu autrefois que des miettes de pain, de temps, de conviction, et qui avaient maintenant trouvé quelque chose d'entier, quelque chose de durable. La foule n'explosa pas. Ils restèrent simplement debout, beaucoup avec les mains sur le cœur, tandis que Laura se penchait en avant et pressait doucement son front contre le sien. Noah la serra. Pas fermement,
pas possessivement, juste assez pour dire « je suis là ». Et quand elle hocha enfin la tête, les yeux clos, le collier pressé entre eux, ce fut un oui. Un oui, non pas crié, mais vécu. Un oui non pas à la perfection mais à la présence. Un oui à tous les lendemains qu'ils avaient autrefois craint de ne jamais voir. Mais qui était venu? Ensemble, certaines histoires ne sont pas faites de grands gestes ou de fins parfaites. Elles sont faites de moments tranquilles, de gentillesse partagée, et du courage de se montrer quand cela compte le plus. Le parcours de Noah et Laura nous rappelle que même un simple morceau de pain peut porter le poids de l'espoir, et que parfois l'amour commence non pas par une promesse mais par un murmure dans le noir. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous croyons au pouvoir des moments authentiques, des héros silencieux et de l'amour éternel, car demain est toujours un cadeau.